Oh, bonjour, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons démonter un Hongnor X3 sabre pêcheur qui est un buggy 1/8 électrique à savoir brushless. Salut mec, ça va dit. Alors, on va sortir les trois diffs. On va faire le démontage total. Le but étant ici de montrer l'état réel de la machine à l'intérieur avant toute intervention de ma part. Pour le futur propriétaire qui va recevoir cette machine préparée en rallye game. Pas, attention, pas en GT, mais je parle en rallye game, coque incassable, pare-choc RPM et un véhicule qui sera capable donc de rouler sur piste et petit tout-terrain. Je dis petit tout-terrain, c'est pas fait pour aller sur un skatepark ou autre. Enfin, tu peux faire du léger pour faire des figures. Ce que je veux dire, c'est pas de piste de bicross ou c'est pas un X-Max non plus, hein, pas exagéré. Mais un petit rouler partout tout simplement sans se poser trop de questions. Nous laisserons le vieux châssis dessus pour l'instant. L'abonné reçoit un châssis neuf avec, s'il veut le refaire propre. C'est vrai que c'est un peu dommage de massacrer le neuf pour ça. Accès au diff chez Hongnor, au centre, comme sur beaucoup d'autres 1/8. Suffit tout simplement. Enfin, maintenant, il commence la mode à faire sur certains buggy un système où tu ôtes que les vis du haut pour pouvoir séparer les. Enfin, c'est le cas ici. Pour. Je te montre. Si déjà la caméra tout près, autant le montrer. Donc, on a ici le maintien de diff avant qui est en deux parties. Ça fait que tu enlèves les deux vis du haut ici. Il va se séparer en deux. Mais tu ne pourras pas sortir le diff, tu n'auras pas la place. Il est nécessaire de démonter les deux ou trois vis du support moteur. Sur beaucoup de nouveaux modèles, donc ce support moteur aussi est en deux parties, ce qui fait que tu peux tout accéder par le haut de façon très rapide. Mais même là, ça reste super rapide ce système là. Alors après le nettoyage, là par contre, j'ai balancé du dégrip partout. Ça fait que bah, ça débloque les vis, ça les empêche de rouiller, vu qu'on va démonter de toute façon. Et je le répète, après un lavage complet il est absolument nécessaire et vital de démonter tout le véhicule. La platine supérieure ici en carbone, ils ont mis un petit look pour aller avec le X3. Ils ont fait un petit X en carbone, il suffit large. Donc tu vois là, le véhicule a été 1, 2, 3 nettoyé. Il reste quand même toujours de la saleté à certains endroits. Et c'est là que tu vois si ton vendeur d'occasion, quand il t'a dit véhicule révisé entièrement, faible kilométrage, n'a jamais roulé sur l'autoroute allemande à 1000 millions de kilomètres, tu sais qu'il t'a raconté des cracks. Donc là, tu nettoies ensuite, c'est grosso merdo, l'extérieur. Parce qu'on va ouvrir, et si ici tu as une tonne de saleté, quand tu vas ouvrir ton diff, et ben ça va tomber dedans. La couronne ici en Delrin, ce que j'apprécie beaucoup, c'est silencieux, c'est efficace. Au pire, tu casses une dent si quelque chose passe dedans. Quand tu as une métallique, c'est plus bruyant. Et tu risques aussi d'abîmer le moteur. Évidemment, en compétition, sur un circuit donné, hein, tu devrais pas avoir de débris. Mais dans certains cas, c'est vrai que c'est dommage de perdre une course parce que tu as perdu une dent. Donc, généralement, on roule plus souvent avec de la ferraille. Sauf, comme dit, si c'est du circuit moquette ou propre ou autre. Couronne principale de 46 dans ce buggy, puisqu'on a une grosse démultiplication au niveau des cellules. Alors n'ayez pas peur d'utiliser une visseuse. Vous imaginez pas qu'en usine, les mecs ils vissent ça à la main. Hein. Ou qu'ils utilisent des outils qui tournent à 2 à l'heure. Check à l'intérieur. Voilà. L'huile est grisâtre. Les pignons sont en bon état. L'huile n'est pas trop vieille. On voit quand on tire des fils dessus. Alors la caméra vous verrez évidemment pas.
Donc celui-ci, on va tout simplement le poser à l'envers, on va le laisser se vider et ensuite on le nettoiera complètement. Parce que l'huile de diff centrale ici, nous, on va mettre plus épais. Hop. Diff. Alors, on va enlever le museau de la carreau. Tu check rapidement comment c'est fait. Donc là, demi-carter standard. Le carter avant fixé uniquement par les deux vis. Sera peut-être nécessaire de desserrer. Voilà, t'es hors champ. Oh là là, bah dis, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc faut enlever de toute façon ces deux vis, ça c'est clair. Et il est probable qu'on soit obligé aussi de desserrer celle-là éventuellement pour réussir. Ah, c'est fatal. Là c'est bon, tout va bien. Pour réussir à extraire la cellule. Il y en avait qui se réjouissaient, ouais, avoir le tuto de comment enlever la vis. Bah, il y avait juste de la terre. Voilà, regarde. Donc ça, c'est un buggy qui a évolué sur circuit. Et regarde, les cales sont en 70-75, ce qui me fait dire que là, il y a quelqu'un qui a coupé un châssis pour se faire lui-même les cales. Ça, c'est rigolo. Très bonne idée, utiliser un vieux châssis pour se faire des surcales de train. Pas mal. On va déjà desserrer. Alors les cellules c'est pareil, hein. Les cellules on va les enlever puisque là c'est pareil, si quelqu'un te dit il a révisé son véhicule et toi t'enlèves la cellule et tu as de la terre qui tombe dessous la cellule, c'est que ça n'a pas été démonté. Pare-choc avant, simple, standard, efficace, c'est ce qui se fait le plus souvent en buggy truggy. Pourquoi ils n'utilisent pas des grosses lames comme ils faisaient dans le temps ou comme on utilise sur nos buggy de loisirs? Tout simplement parce qu'en compétition ils savent qu'ils n'ont pas de gros obstacles qui va les taper en plein milieu, ils n'ont pas besoin. Par contre, ils ont besoin du dégagement devant sur les roues pour les atterrissages en changement de position. Ça leur laisse plus de marge. Si tu mets un gros pare-choc au milieu, ils vont aller taper sur le pare-choc, ils vont déséquilibrer le véhicule, ça ne va pas forcément les arranger. Et c'est surtout que pour le constructeur, c'est une dépense en plus et qui ne sert à rien au compétiteur. C'est normal qu'ils n'en fassent pas, ce serait par contre sympa que les constructeurs se réveillent et se rendent compte que plus de la moitié des utilisateurs sont des utilisateurs loisirs. Et que ce serait bienvenu par exemple de faire ces pare-chocs en option. Donc les cales de train 70-75 T6, c'est écrit dessus. Et je répète, ceci est l'alu le plus dur et qui a la plus grande contrainte mécanique possible à l'heure actuelle dans ce qui est mélange d'aluminium. Sauf ceux qui ne sont pas encore déclarés, que l'armée et la NASA se gardent pour eux. Les cales de train, c'est cool, on a reçu plein. Celles-là, elles sont un peu usées, elles sont pas, ça va. Donc on n'a pas trop de jeu sur les axes, on va peut-être les laisser. Le bout des axes qui est arrondi, ça aussi c'est des coûts d'usinage supplémentaires par rapport aux axes qui sont coupés droit. Mais les constructeurs comme Ongnor, c'était quel autre constructeur qui avait ça? On en avait un dernièrement. Font ça tout simplement aussi pour pouvoir, je crois que c'était Techno, je suis plus sûr, puisqu'on utilise des fois des grands angles de train, d'axes de triangle, et il se fait nécessaire que le bout de la tige soit sphérique. Diff avant, parfait état, fonctionne bien, roulement super état aussi, les roulements Nord aussi d'ailleurs d'origine sont de super qualité, ça c'est clair. Donc là, on avait une cale à gauche, une cale à droite. Retenez ça quand vous démontez le véhicule. Évidemment, faites votre calage à votre sauce quand même après. Mais retenez ce que vous faites, notez-le si besoin, pour être tranquille. Alors, les couronnes principales, enfin là, à l'avant, trace d'usure, forcément, il a du kilométrage, mais toujours en parfait état. C'est pas pointu, c'est pas tranchant. Aucune n'est abîmée. Et comme vous pouvez le voir, il y en a tout plein. On a vraiment la démultiplication qui est faite au niveau des cellules.
Et là, l'huile est plus fraîche, a été changée récemment. Tout va bien, pas la moindre couleur, pas la moindre dégradation de la couleur de l'huile à base de petites paillettes métalliques ou autres. C'est souvent le cas chez Arma et d'autres. Après on leur en veut pas, je le répète, je suis un fan des véhicules Arma. Ils sont fiables, c'est simple. Comme chez Serpent, tu as une vis ici à l'intérieur qui maintient le pignon d'attaque. Toute petite d'ailleurs. Ils sont pas allés faire l'affront, eux, d'utiliser une cruciforme. Tu as bien une vis normale. Et ça permettra de sortir le pignon d'attaque avec les roulements et tout le puits. C'est un système, c'est tout un puits en fait qui va sortir de là. S'il veut bien coopérer. Ça c'est une autre histoire. On fera ça quand on démontera l'autre partie. Diff arrière. Même chose. Deux vis en haut. C'est là qu'on voit que c'est pas une toute dernière évolution du modèle. Enfin, ils n'ont pas encore fait de X34. Je pense que ça devrait pas tarder. Ah, une vis foireuse. Et une bonne. Donc un X34 qui aurait peut-être les cellules en demi-partie pour permettre de sortir le diff. Comme chez Arma, hein, puisqu'on parlait de Arma, eux ils l'ont fait depuis le début. Chez Arma, tu démontes ton diff aussi vite que sur un engin de compète. Voilà, ça tourne. On ne peut pas s'amuser à taper. Si ici je tape, sauf si elle est serrée. Si la vis est serrée, je pourrais taper dessus pour refaire les pans un petit peu et voir ce que je peux faire. Là, elle est déjà desserrée. Je vais taper dessus, je vais abîmer mon filetage. Donc là, il faut soit une scie à métaux, soit une Dremel. Quand je dis Dremel, je dis tout simplement une disqueuse, soit à batterie, soit en 220 compacte que tu peux avoir à la maison avec des petits disques. L'outillage par exemple Lidl ou Aldi, là, le Parkside est tout à fait correct pour ce genre d'utilisation. C'est pas la peine de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir la marque Dremel ou Proxon. Moi je l'ai parce que j'avais l'occasion de le prendre, qu'à l'époque en outillage générique on n'avait vraiment pas des trucs terribles. Il y a aussi Dexter par exemple. Pour tout ce qui est magasin de bricolage, il y a du Dexter et d'autres machines qui font très bien le travail. Une fois que tu as fendu, tu peux utiliser un tournevis plat. Là, maintenant la vis commence à aller facile. Elle va donc pas forcer, on peut donc y aller à la visseuse. Évitez toujours de bourriner, de forcer avec les visseuses. Hein. Quand ça va dur, tu vas avec un outil adéquat. Hors champ, hors champ, hors champ. Pas bien. Donc cet engin est toujours fabriqué et ces pièces de rechange sont toujours disponibles. Très facilement par exemple chez RC Wheel Power, livré en 10 jours, frais de port compris. Là aussi, cale de train arrière 70-75, excellent état. Hop, on sort le diff. Donc là, tu fais gaffe, tu vois, on a des petites cales qui sont tombées, des petites rondelles de calage plastique qui viennent avant les triangles ici. Là. C'est quoi, je vais te remonter un petit peu parce qu'on n'arrête pas d'être au champ. Je sais pas ce que j'avais fait la dernière fois. J'aurais dû le noter. La preuve qu'il faut noter. À l'intérieur de la cellule, tout se passe bien aussi. Pignon d'attaque, ok. Et roulement, ok. À l'avant, les roulements, là, ils ont... Ouais, l'avant, il faudra les travailler un petit peu. Hein. Je mets ça de côté. À l'arrière, pas de rondelle de calage. Celui-ci n'a pas été démonté récemment. Ça se voit. Vous avez vu, devant on avait de la graisse fraîche. Et là, on a de la terre.
mais on a toujours une couronne en super état. Là, l'huile est un peu plus noircie, pas de particules métalliques ni rien dedans. Donc là aussi, pas d'usure particulière, tant mieux. On va se mettre ça de côté. Un petit coup de café. Hop. Très bien. On va rapidement séparer les cellules du châssis. Et là aussi, comme pour la plupart des 1/8, c'est très simple. Surtout que là, on a déjà enlevé la moitié. Tu peux aussi le faire tout de suite quand tu veux sortir ton diff parce que c'est pas beaucoup plus long. Surtout si c'est au cours d'un nettoyage ou autre. Donc tout ce qu'il y a à faire, ce sont d'enlever les vis des renforts. Donc chez Hongnor, ils ont opté pour d'office des cales de train alu avec des écrous nil stop qui sont coincés dans une gorge. Ils peuvent donc pas tourner, tu vois, ça va super bien démonter. Le plat, on peut le ranger. J'espère ne plus en avoir besoin. Et du coup, les vis qui restent. T'as plus de piles! Pas de panique! Ici, on est à Lithiumland, il n'y a pas de problème. Voilà. On sépare le train arrière. Et avant de finir de séparer le train avant, je vous invite à faire attention à une chose. N'essayez jamais tout de suite bêtement de desserrer ces deux vis là qui tiennent les puits des directions. Généralement sont serrées très fortes avec de la loctite et c'est rare qu'on les démonte, ce qui fait que généralement ça va très dur. Préférez toujours démonter en haut parce qu'il y a des véhicules où vous avez la place pour passer une clé ici pour tenir un petit méplat pour tenir le puits, mais pas partout. Et c'est plus simple ensuite si on veut démonter les puits. Une fois qu'on a enlevé tout ça, de faire tourner directement le puits et pas la vis. Vous aurez plus de force et plus de place pour faire tourner le puits si c'est possible. Il y a des châssis qui ont des empreintes ovales pour empêcher les puits de tourner et c'est le cas ici, regarde, tu vois. Donc ne te fais pas piéger, ne force pas n'importe comment. Ensuite, avant d'essayer de déglinguer ces vis, ce qu'on va faire, comme le châssis est en alu, les puits sont en acier, on a de la place, on peut très simplement chauffer. Deux solutions, soit tu as le fer à souder assez balèze, tu poses ton fer à souder contre et tu laisses chauffer, soit tu utilises un petit brûleur à gaz comme ceci. Évidemment, ça nécessite d'avoir des cartouches de gaz et le petit brûleur. Mais c'est très vite utile sur les vis qui sont dans l'acier ou dans l'alu, surtout avec la loctite. Les roulements de direction. Parfait état, pas de souci. Voilà, impec. Tout va bien. La direction simple, standard, barre de Ackermann. Il existe plusieurs modèles de barre de Ackermann, ils n'ont pas fait une seule avec des réglages. Ici tu as la petite B, ensuite tu as la A, la C, et voire je crois que ça va même jusqu'à D pour le sabre pro. Je me souviens plus très bien, ça fait longtemps que j'en avais un. Cette direction est simple et elle est solide, il n'y a pas besoin de chercher à midi à 14 à faire autre chose, ça suffit de large. La plupart aussi roulent avec un sauve-cerveau relativement détendu parce qu'il est bien calculé par rapport au poids du véhicule. Donc là, on est bon. Les triangles supérieurs avant et arrière sont simplement des biellettes de liaison puisqu'on a ici une suspension avec un porte-moyeu et pas une rotule. Donc on n'a pas de mouvement de ce sens de ce jeu. On a une vis qui passe devant et une vis derrière avec le filetage directement ici dans l'alu. Quand c'est la cale plastique, tu as un petit insert, il me semble, à l'intérieur. On a les axes qui sont montés par des hinge pins, ils appellent ça les ricains. Et les anglais, c'est un axe qui a un creux dedans sur son diamètre et le BTR va se caler dans ce creux, donc l'axe est libre mais il ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'on peut le bouger, il tourne, mais on ne peut pas le sortir, il est juste maintenu. Ça évite évidemment le tout desserrage intempestif et perte de la vis. C'est un système simple, efficace et prouvé.
Les cardans, comme souvent, tu as un perçage devant avec une vis BTR au fond. Tu as un axe ici dans l'hexagone. Pour libérer cet axe, il faut desserrer ce BTR là, pareil, souvent monter à la loctite. Donc si ça coince, tu n'hésites pas. Tu mets ta clé, tu essayes, et si ça va dur, direct, tu sors ton petit chalumeau, tu chauffes un coup, tu fais gaffe. Si tu chauffes trop, tu vas cramer le roulement de l'autre côté ou plastique. Les portes fusées. En plastoc, ici encore d'origine, sont d'excellente qualité chez Anglor. Comme dit, moi j'avais ce buggy pendant 2 ans, j'ai fait du méchant tout-terrain avec, puisqu'elle ne roule définitivement pas sur circuit. Le circuit, ça m'ennuie trop vite en fait, hein. On fait plusieurs fois le même tour, 10, 15, 20 fois, tu fais un pack ou deux, et après ça m'ennuie de faire toujours la même chose à gogo. Moi je m'y retrouve pas, moi j'aime bien faire du n'importe quoi. Voilà. Cardan centraux CVD. Là aussi, on a forcément une marque d'usure avec les kilométrages qu'il a sur les trucs, mais pas tant que ça. Franchement, je m'attendais à pire, mais là, tout va bien. Là, c'est pareil, tu fais gaffe, tu fais doucement avec ces BTR, souvent monté à la loctite, donc n'hésite pas non plus à chauffer dès que ça coince. Et voilà, là tu vois, regarde, le puits est sorti en entier. Ce puits existe en option en alu. Moi je l'avais parce que je les avais reçus avec sur le mien à l'époque, parce que c'est nécessaire pas vraiment. Il y a 2 gros méplats pour empêcher le puits de bouger. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup ils ont mis des petits roulements et pas des gros roulements mouse. Ça aussi c'est un super exemple chez Arma, ils ne sont pas compliqués la vie, ils ont mis des roulements immenses. Comme il y a énormément d'efforts sur ce genre de trucs, c'est bienvenu. Après, les roulements en Nord sont de bonne qualité, beaucoup de constructeurs aussi en buggy font ça, de mettre ici 2 petits roulements sur les puits. Ils mettent des gros roulements sur les roues parce que tu as les chocs quand tu roules, et ici ils se disent qu'il n'y a pas de choc. Par contre ici il y a l'effort, il y a tout le couple qui passe, donc le torque twist, le cardan il tourne, donc il va presser d'un côté ou de l'autre à l'accélération et la décélération. Ça c'est quelque chose qui néglige un petit peu, je trouve, et c'est dommage. Les couronnés et pignons d'attaque sont pas vraiment taillés de façon hélicoïdale, mais un tout petit peu. Ça minimise un petit peu le bruit, c'est clair. Des pignons hélicoïdaux c'est plus silencieux que les autres, mais surtout quand tu es hélicoïdal, tu as un meilleur passage de la force, puisque la force arrive en faisant tourner la pièce. Donc l'effort se répercute plus vite sur l'autre pièce, on a plus de surface d'appui, on est plus constant d'une dent à l'autre que des pignons à taille droite. Ça paraît minime, mais c'est vraiment une différence, surtout à l'usure dans le temps. Bac à batterie, bah là il n'y a pas de mystère, c'est dans le plastique, tu peux y aller. Ce que j'aime bien aussi chez Anglor, c'est ce que je reproche un peu au Bao, et même Arma, c'est qu'ils sont un peu légers sur les fixations de ces bacs. Voilà, ils ont mis des petits M3 au centre, et tu as quand même des... tu vois, regarde, tu vas voir, c'est même pas du M4. Là derrière, on a une M5. Et c'est d'origine. Bon, devant, c'est qu'une M4. Voilà. Bonne idée aussi de la part de l'utilisateur, tu vois, il s'est mis 2 petites vis ici pour empêcher le vario, au cas où, de foutre le camp et d'aller se coincer quelque part où il ne faut pas. Moi je vais très certainement le visser par en dessous, le petit vario, toujours avec le double face entre, même s'il est monté là sur le plastique, donc moins il prend de vibration le vario et mieux c'est. Les cerveaux c'est pareil, c'est pour ça que généralement on les monte sur les petits caoutchoucs. Le problème des petits caoutchoucs c'est que ça te fait un jeu sur le cerveau, il bouge dans son ancrage, quand le cerveau est à l'aise, il remue quand même fort dans les brancards. Et j'ai personnellement pas eu encore de souci de cerveau qui est mort, parce que je l'avais fixé directement bien solidement là où il doit aller. Comme tu peux le voir, le châssis est pas vraiment dégueu, hein. On a de la terre derrière, ça n'a pas été ouvert dernièrement, devant ça a été ouvert donc c'est propre. C'est là aussi, comme dit, c'est quand tu démontes ce genre de choses, tu vois si l'utilisateur précédent t'a raconté qu'il craque ou pas, s'il l'a juste nettoyé un petit coup de pinceau dehors, et qui ensuite te raconte que c'est révisé. Tu vois aussi à la terre qui est partout ici. Là, dans ce cas-là, l'utilisateur a été clair. Il a dit je l'ai nettoyé, je ne l'ai pas révisé, il faut le faire. Mais j'ai un prix sympa, un utilisateur sympa. Donc on ne peut que être content. On va sortir.
On va ouvrir un amorto, on va pas faire tous. On ouvre un. Tu te méfies, tu vois là tu as une vis chromée. Alors attention, soit c'est la vis d'origine qui est en pas inverse, soit c'est juste une vis inox parce que l'utilisateur n'a plus d'autres vis. Non, c'est bien la vis d'origine à pas inverse. Tu retiens bien où elle est, avant droite, arrière gauche. Ensuite, le puits supérieur. Là, le capuchon d'amorto est complètement en alu. On a donc un puits en plastique pour aller sur la partie métallique ici du puits, ici du cavalier, ou tu appelles cette fixation comme tu as envie, hein, forcément. Cette petite cale en plastique est plus large que la tête de l'amorto, pour une raison très simple. Au-dessus, ensuite, tu as la rondelle ou la vis qui a déjà sa rondelle intégrée, ce qui fait que même si tu serres, si tu serres pas comme un bourrin, ça sert à rien de serrer comme un bourrin, cette pièce est déjà serrée bien fort. Tu as un léger jeu qui permet à l'amorto de bouger sur cette cale et de bien se déplacer, même si la cale est censée bouger là-dessus. On a toujours un léger jeu pour être libre, pour ne pas coincer le mouvement. Il y a des amortos, comme par exemple au Obitech, qui sont pas mal, les amortos Obitech là sur le petit 1/10. Ils ont fait l'erreur que ce puits est moins profond que la tête de l'amorto. La rondelle est à l'intérieur, si tu serres trop ou s'il y a quoi que ce soit qui coince, tu es bloqué là-dedans au niveau de la tête. Et ça c'est dommage, je préfère largement ce système là. Ce puits aussi est plus long que la largeur totale. Regarde, donc si tu serres ton micro à fond, tu ne peux pas bloquer la tête, ce qui est le cas chez Obitech et d'autres marques, hein, c'est pas les seuls. Il y a aussi des marques qui mettent juste une vis à travers avec ce système, et là tu as un problème, puisque tu peux serrer la vis aussi fort que tu veux, donc tu peux bloquer l'amorto. Donc tu es obligé de laisser desserrer, mais si tu laisses trop desserrer, la vis là-dedans elle bouge et elle se plie facilement. Ça, tu ne plies pas trop vite. Déjà la tête du cavalier est prise dans la tourelle, c'est serré bien fort là-dessus, c'est bien du matos bien costaud. Donc ça non plus je n'ai pas tordu. Je n'ai pas non plus tordu à l'époque de tiges d'amorto sur mes Hongnor, alors que ce sont pas de tiges en nitride, hein, ce sont des tiges en simple acier chrome ou inox, et ça va très bien. Amorto qui fonctionne à merveille, que l'utilisateur a purgé à merveille. Ils vont bien dur, je ne vais pas m'amuser, puisque là on est parti sur une rallye. Donc ce réglage un peu plus dur ici est bienvenu. Sur une rallye, je ne règle pas aussi dur qu'en GT. Hein, je me règle un peu comme sur un buggy de compète. Parce que les buggy de compète sur les nouveaux circuits, ça ils y peuvent rien, ils sont obligés parce que les circuits sont comme ça maintenant. Ce sont des autoroutes à bosse. C'est-à-dire que le circuit, il est dur comme la planche là, plat, lisse. On le voit sur les courses, les suspensions ne travaillent quasiment pas. Il n'y a plus de trous, plus de bosses. Et ensuite ils arrivent juste sur les sauts. Enfin les grosses bosses et les sauts à faire. Donc là-bas, c'est sûr qu'ils sont obligés de se régler comme ça, sinon, dans le virage, ils n'arriveront pas à passer assez vite. Là, standard, tu enlèves ta coupelle, tu as un petit ergot sur la chape pour empêcher la coupelle de se tourner. Donc ça remplace une chaussette que je trouve très laid, personnellement. L'utilité aussi est limitée. C'est vrai que la chaussette évite surtout aux amortos arrière de se faire sabler, pour ne pas endommager la surface de la tige, qui va donc s'abîmer, qui va frotter dans les joints toriques. Mais quand on regarde le nombre de fois en compétition où ils démontent, remontent les amortos, de toute façon c'est pas très grave. Et même nous en loisir, il se passe sûrement une année avant que je démonte et nettoie mes amortos. Et j'ai jamais eu plus de soucis que ça, j'ai pas eu de fuite au niveau de mes joints toriques, pas plus de jeu ou d'usure. De toute façon du jeu comme ça t'en as toujours, c'est inévitable. Là, t'as pas de circlips, t'as un pied d'amorto encore en plastique mais solide, avec évidemment l'empilement joint torique et cale de guidage à l'intérieur. Petit joint torique aussi ici à l'extérieur pour étanchéfier le tout. Tu vois là, la petite cale est sortie. Donc ça c'est les choses qu'on va démonter. On va virer toute la terre de partout d'ici. Ici tu as le petit trou pour laisser sortir l'air et l'excédent d'huile quand tu changes. Et on a une tête d'amorto classique avec une membrane. À quoi sert cette membrane? Elle sert à avoir un volume d'huile constant. Je vais te montrer. Quand la tige monte, tu vois là, l'huile bouge quasiment pas. Parce que je viens de faire doucement. Quand tu fais brutalement, ici, ton huile va monter. Et ça va suivre le mouvement tout simplement. Ça permet
d'avoir ce qu'on appelle justement un volume d'huile constant. C'est-à-dire que on n'a pas ou moins de risque d'avoir des bulles, surtout quand c'était bien purgé là, comme l'a fait l'utilisateur qui l'avait. L'huile est propre, on voit clairement le piston à travers, c'est pas dégueu, c'est pas mal du tout. Au sujet, donc sur la dernière vidéo, j'avais parlé d'une membrane percée. La membrane ne s'est pas percée parce que je n'utilise pas de chaussettes et que la terre est rentrée et allait percer le truc. La membrane s'est percée puisque, je le répète, les amortos GPM sont très mal calculés et le bout de la tige filetée, la tige d'amorto, est allé défoncer le capuchon d'amorto. Là, regarde, on nord, on s'arrête, enfoncer à fond, j'enfonce même la butée, je suis encore à 3-4 mm du maxi, du haut de l'amorto, ce qui fait que amocher la membrane avec le piston est absolument impossible. Ça, c'est du très bon travail. Donc, quand tu remontes, tu enfonces à fond, tu serres, l'excédent sort avec l'air. Résultat, ta suspension travaille super sans le moindre bulle d'air à l'intérieur. Chez Hongnor aussi, tu as toute une gamme de ressorts disponibles. Ça, c'est ce qui nous manque un peu chez Obao, mais ils m'ont confirmé qu'ils allaient travailler là-dessus. Parce qu'on a déjà les blancs, les gris, les oranges, mais je leur ai demandé de faire un peu plus dur que les oranges, puisque beaucoup d'entre nous utilisent les blancs chez Obao, mais qui sont trop longs pour l'avant. Donc on est obligé de les monter avec des tourelles courtes, donc on doit faire attention à l'angle de suspension pour ne pas taper les tourelles. Et là, ils m'ont confirmé qu'ils allaient faire des blancs courts, aussi durs que les blancs normaux, les longs, juste plus courts pour pouvoir utiliser en buggy truggy. Et bien sinon, rien de spécial. On n'a pas d'usure au niveau des puits de roulement, des empreintes de roulement, bien posé dedans, pas de problème. Je vais vous sortir un cardan avant, c'est ceux qui souffrent le plus. Voilà. Alors, pour enlever un hexagone de roue, c'est pas la peine de sortir toute l'artillerie d'outillage clé de 17 ou je sais pas quoi. Tu utilises tout simplement une roue, tu mets ta roue dessus et tu peux maintenir la roue et te permettre de desserrer le BTR. Tu vas mollo, là il sort bien, on est bon. Ensuite, pour sortir l'axe, des fois il coince parce qu'il a la loctite, donc tu utilises un outil plus petit que l'axe. Normalement, pour faire ce genre de choses, tu as des chasses, c'est ceci. Un jeu complet de chasse coûte 9 ou 10 € sur Amazon, de 2 à je sais pas combien de millimètres. Tu peux utiliser un vieux tournevis ou un vieil axe de quelque chose qui a cassé, qui a la bonne taille pour aller pousser ton axe dehors. Tu enlèves ton hexa, là aussi des fois ça va dur, donc normalement une fois que tu as chauffé, ça sort bien. Sinon, il est nécessaire. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est tout con. Évidemment, les patrons, quand tu fais en mécanique, ça gueule, mais là, c'est moi le patron. J'ai donc une vieille pince coupante qui me sert à ça, c'est-à-dire que je la mets tout simplement à l'arrière, puisqu'elle est taillée en biseau des deux côtés, et en serrant un tout petit peu légèrement, tu arrives à écarter ta pièce quand elle ne va pas trop dur. Attention, si tu utilises un chasse ou un burin, quelque chose qui va passer entre, pas un chasse mais un burin, tu vas risquer d'endommager le roulement ou la partie en plastique. Donc ne t'excite pas sur ce genre de pièces, le plus simple reste de les chauffer. Sortir donc le cardan, roulement avant, on va le changer, c'est clair, il gratouille, l'arrière va bien. Et regarde la tête de cardan, regarde-moi l'état de ce machin, c'est nickel. On n'a pas d'usure entre l'axe et la tête, c'est balèze parce que bon, après c'est fait spécialement hein, chez Mugen et d'autres marques. Cette pièce s'endommage très vite, surtout chez Team C par exemple. Là-bas c'est pas fait exprès, c'est un défaut de enfin, après c'est une marque un peu moins chère, on peut pas leur en vouloir, d'économiser un peu quelque part au niveau de la qualité. Chez Mugen ça s'use très vite, ce sont des pièces un peu plus souples. Souvent aussi ils font des têtes en alu, ça c'est une tête en acier, c'est plus lourd que l'alu, mais ça évite justement cette usure. Après chez Mugen ils ont prévu, tu as plein de trous, donc tu peux décaler ton axe un paquet de fois avant de devoir changer la tête, ça c'est cool. Comme tu as pu voir ici, l'axe est dégueu, hein, mais l'utilisateur n'a pas menti, il n'a à aucun moment dit qu'il avait fait du super méga entretien et qu'il avait fait gaffe à sa voiture. Il a dit il a roulé, et c'est là que je vais pouvoir vous prouver que c'est une bonne caisse.
Regarde, le rouleau parfaitement intact. Les perforations pour l'emplacement du rouleau dans le cardan parfaitement intact. Et là où est l'axe, c'est ici qu'il y a tout l'effort sur le CVD. On a une légère usure, mais légère. Hein, rien de méchant. Pareil au niveau de l'axe des cardans ici, tu as d'un côté une toute petite encoche. C'est la trace d'utilisation normale, mais rien de défoncé. Beaucoup disent ouais c'est pas grave, c'est vite changé, mais ça a rapidement un coût. Soit tu prends un kit de réparation, tu te retrouves donc avec ces pièces, celle-là, ou peut-être la tige toute seule, mais tu auras toujours une tête amochée, il te faudra encore acheter les têtes, soit tu achètes les têtes, machin, c'est les cardans entiers, et finalement ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça te revient vite sur tout le véhicule à 70-100 € en moyenne sur la plupart des buggy. Si tu prends ton kit complet, noix, cardan et fusée, ceci est la fusée parce que ça a une forme de fusée. Ne confondez pas, souvent dans les descriptifs c'est mal fait, c'est ceci qui est appelé la fusée, mais ceci n'est pas la fusée, ceci est la chape ou le moyeu. Après c'est pas important, comme je vous l'ai dit, tant qu'on sait de quoi on parle, ça n'a pas la moindre importance. Faut se comprendre, c'est tout ce qui compte. Niveau des chapes et des rotules, c'est pareil, on a rien, c'est pas secoué ni rien. C'est génial. De ce côté-là, ils ont fait mieux que l'Aussie, c'est clair. Chez l'Aussie, on a vite un peu de jeu. Ça dérange pas, hein, c'est juste un peu de jeu. Ça n'empêche pas la pièce d'être utilisée de fonctionner normalement. Petits masseaux aussi sont super balèzes sur ça, au passage. Point d'ancrage des amortos dans le triangle, décalé pour que tu aies toujours, quel que soit le point d'ancrage, la même hauteur de caisse. Le triangle va au même endroit, que l'amorto soit plus couché ou pas. Beaucoup d'anciens avaient 3 trous en ligne, ce qui fait que quand tu déplaçais ici, tu déplaçais aussi la hauteur de caisse. Ce qui n'est pas le cas ici. La tourelle 70-75 T6, super matos, vraiment très dur. Travaillé simplement mais efficacement, ils n'ont pas mis trop, ils n'ont pas fraisé trop. Et résultat, ça fait super bien le taf. On est donc content. La platine supérieure en plastoc, il n'y a pas besoin de plus. On se dit que c'est vrai qu'elle pourrait être en carbone ou aussi en alu vu qu'ils ont mis le reste, mais il n'y a pas besoin. Train arrière, même chose. En plus là, on a de toute façon les protections, donc les pare-boues qui empêchent donc la saleté d'être projetée sur les tiges d'amorto. Les tiges d'amorto sont donc aussi toujours en parfait état. Elles ne se sont pas fait sabler la citrouille. C'est super. Donc abonné, tu peux être rassuré. On a chopé une bonne caisse. Je vais donc démonter cette bagnole totalement, absolument en pièces détachées. Les pièces nécessaires passeront dans le bain ultrason à 70-80 degrés, une bonne demi-heure sous vibration et 1 heure totale dans l'eau bien chaude. On va laisser chauffer le bain, ce qui me permettra d'agglutiner la graisse en petites boules au fond et de l'enlever facilement. Et ouais, hein, écoute, non, il est en trop mauvais état, je peux pas te le donner, je préfère le garder pour moi. Les axes, tiens, on en a un là, on va en sortir un. Aussi chez Hongnor d'excellente qualité. C'est de la ferraille, c'est pas de l'alu. C'est vrai que beaucoup utilisent de l'alu avec un traitement dessus durci pour éviter du poids. Mais c'est vrai, là je ne l'ai pas fait la dernière fois. J'ai pesé cette machine à vide. On est avec roue et carreau à 2,8 kg. Le X-Ray XB8 qui est super léger est à 2,7 kg. On a 100 grammes de plus. Avec la puissance actuelle des combos et la capacité de nos batteries actuelles, c'est dérisoire, ça ne change rien. On a... Dans le temps, c'était important parce que tu avais des moteurs qui avaient du mal à emmener le poids des machines. Donc c'est vrai que dès que tu économisais 100, 200, 300, 400 grammes sur une caisse, tu changeais totalement les performances de ta caisse. Et surtout qu'on avait du mal avec... bon, en 8ème déjà, il n'y avait pas d'électro. Mais tu avais du mal à finir ton temps. Même en nitro, ils étaient limites. Alors que maintenant, avec les performances actuelles des moteurs, que ce soit thermiques ou brushless, et avec les autonomies qu'on a, on n'a pas de problème. Je suis par ailleurs d'ailleurs aussi pour l'évolution des durées des manches. En thermique, ils sont à 8-10 minutes toujours. À l'époque déjà c'était 8. En électro, ils ont 10 minutes
on peut faire largement plus. Avec les mêmes perfs, on peut faire sur un quart d'heure. Et en nitro, c'est pareil. Il suffit d'avoir un réservoir un peu plus grand. Je suis pour que la législation évolue et qu'on fasse des manches de 15 minutes, que ce soit électro ou nitro. Ensuite, c'est pareil, en nitro, ils ont droit au ravitaillement sur les courses plus longues. En électro, ils n'ont pas le droit. Je sais pas si c'est parce que forcément ils ne peuvent pas contrôler la batterie que le mec change, si c'est bien, elle est bien aux normes ou autre. En nitro, ils contrôlent leur bidon d'essence, donc après c'est voilà, réglementé, c'est contrôlé. Mais en nitro aussi, il y a un mécano et un pilote, alors qu'en brushless, il n'y a que le pilote, puisqu'il n'intervient pas, justement, il n'a pas besoin de faire le plein, de redémarrer ou autre. Mais moi, je trouve qu'il est grand temps de faire des courses officielles. Nitro vs brushless. Ça fera progresser tout le monde. Ça fera progresser les brushless et les nitro. Et pour la plus grande joie de tout le monde. Sauf, bien sûr, pour ceux qui... Enfin, moi, ça m'embête aussi le bruit. Hein. Après, quand on parle de compétition et de manche, c'est pas pareil. En loisir, déjà, ça se fait. Il y a plein de clubs où il y a vraiment des gens qui roulent nitro, qui sont ouverts au brushless, des gens qui roulent brushless, qui sont ouverts au nitro. Et j'ai plein de retours d'abos qui me disent, écoute, dans mon club ça se passe super bien, on roule tous ensemble, même entre différentes échelles. Tu peux venir sur le circuit avec une machine un peu différente, ça ne dérange personne, on roule tous ensemble, c'est comme nous, vous l'avez vu. S'il y a un petit qui se pointe au Jardiland avec une 1/10, eh bien, tout le monde lui laisse la place, on le contourne, on l'évite, on freine derrière s'il faut, on lui laisse toujours la priorité au plus petit. Sauf quand c'est moi qui pilote la petite, c'est sûr que la fripouille, hein, il me rate pas. Salut les mecs, bonne journée.